Nous allons donc reprendre nos travaux pour la deuxième séance, qui est la dernière de cette année, de cette session 2023-2024. Et je vous rappelle que nous avons une assemblée générale après cette séance à 18 heures. Alors, cette dernière séance est menée par Toudi Gozé, que vous avez sans doute eu l'occasion d'entendre déjà lors de la journée concernant Joseph Parnasse. Alors, Toudi Gozé, je le rappelle, est à la fois psychiatre et philosophe. Il vient d'être nommé maître de conférence en psychiatrie. Il travaille dans un hôpital à côté de Toulouse, à Lavore, responsable de quelle section? Pôle universitaire de psychiatrie sociale et communautaire. Voilà, pôle universitaire de psychiatrie sociale et communautaire. Et il travaille également, ça c'est important de le noter, avec son compère Istvan Fazakas, qui est philosophe. Il travaille qui est là, dans la salle. Oui. Il travaille sur un projet de rétablissement du soi dans la schizophrénie. Et je signale également, et je rappelle qu'il va nous parler de son dernier ouvrage qui est sorti chez Hermann, qui s'appelle Phénoménologie et schizophrénie, mais qu'il en a commis un premier, un peu plus léger, celui-ci est plus lourd, qui s'appelle Expérience de la rencontre schizophrénique. Et donc, Toudi, je te laisse la parole. À toi de jouer. Merci beaucoup Guy pour cette introduction et merci beaucoup à Philippe de m'avoir invité et je suis très heureux de partager ce moment avec vous et surtout de parler après Jean qui nous a parlé de filiation et bon, je dois reconnaître que Jean est un petit... Si Jean doit quelque chose de sa filiation à Arthur Tatossian, moi je lui dois beaucoup pour m'avoir enseigné à la fois à être un soignant en psychiatrie et un peu philosophe. Et en fait, je m'en rends compte en t'écoutant que tu reviens beaucoup sur la question de l'AIDA, de l'espace médian, de ce qui est préalable à l'ego, ce qui est préalable au langage. Et il y avait écrit sur une de tes slides, enfin, un de tes post-it avec la poule et l'œuf, l'étrange qui fonde le naturel. Et je trouve que finalement, je suis pas tombé loin de l'arbre. Et finalement, peut-être que ce que je fais est pas si original. Quand je vois ce que Je l'ai écrit en pensant à toi. Ah. Bah, la poule et l'œuf. Bon. Donc je vais vous parler. Alors je suis pas non plus pas du tout habitué à l'idée de présenter mon travail, mais je vais essayer de vous parler de ce bouquin et peut-être si vous voulez, il y en a deux qui peuvent circuler pour voir un peu de quoi je parle parce que je vais pas vous parler de tout. C'est un travail qui a fait l'objet, enfin qui était l'objet de ma thèse de philosophie. Donc qui est un livre théorique, mais dont l'enjeu était d'essayer de penser comment un jeune soignant en psychiatrie, psychiatre, arrive à se débrouiller avec la crise de la science européenne. Salut Florian. Et cette crise de la science psychiatrique. Je ne vais pas rentrer dans le diagnostic de cette crise, mais il me semblait, en tout cas pour moi, jeune clinicien, qu'il était urgent d'essayer, en tout cas, de penser à nouveau frais la fondation du savoir psychiatrique. Comment fonder la clinique? Comment est-ce qu'on peut fonder en tout cas, les connaissances que je peux produire dans la rencontre clinique, à la fois à distance d'un biologisme et à distance d'un psychologisme. Et donc j'avais envie de trouver un troisième terme à ce dualisme, et là vous reconnaissez finalement un motif qui est présent chez à peu près tous les psychiatres phénoménologues, Binswanger, Minkowski et tous les autres. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de chercher cette fondation dans le contact. Je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai voulu dire par ce mot, très simple au fond.
du contact. En tout cas, c'était l'idée que comment est-ce qu'on peut essayer de penser ce qui se passe dans la clinique à partir de la rencontre, ou ce que j'ai aussi appelé dans le premier bouquin l'encontre, c'est-à-dire le contact immédiat, la rencontre atmosphérique, j'ai même pas envie de dire avec autrui, mais ce qui se passe immédiatement, presque avant que la polarisation soit autrui, ne s'institue après coup. Donc ça, c'était l'objet de mon premier travail, qui était ma thèse de médecine, où j'étais parti en fait de ce phénomène très classique dans la psychiatrie, qui est ce qu'on appelle en français la bizarrerie de contact. Et ce que les Allemands ont appelé avant le Präcox-Gefühl, Tatosian avait traduit ça, l'expérience du précoce. Voilà. L'enjeu de ce présent livre consiste à repenser donc la fondation épistémologique de la pratique clinique à partir d'une anthropologie phénoménologique transcendantale, rien de moins. La phénoménologie en tant que rien que phénoménologie ne se donnant pas par avance ce qu'elle cherche à découvrir, l'anthropologie que j'ai essayé de penser ne pouvait pas s'ouvrir sur telle ou telle définition de l'humain. En particulier, je ne voulais pas partir de l'empire d'une subjectivité clôturée sur elle-même, concordante avec elle-même et avec autrui. Cette étude s'est donc donnée pour contrainte de partir de la rencontre et de tâcher d'y séjourner. Et donc, le livre est composé de 3 recherches, et la première recherche s'ouvre sur le concept d'Einfühlung, qui, dans la tradition phénoménologique, a attiré mon attention. Le concept d'Einfühlung, je ne sais pas s'il faut l'écrire ou... Jean-Mi, tu peux l'écrire ? Je merci. Peut être traduit, en fait, il y a une double traduction possible, celle d'empathie, c'est la plus classique, mais qu'on peut aussi traduire par intropathie. Et il se trouve que le concept d'Einfühlung est en quelque sorte une clé de voûte de l'édifice phénoménologique. Tant chez son père fondateur en philosophie, Edmund Husserl, que le deuxième père fondateur, pour moi en psychiatrie, qui est Karl Jaspers. Clé de voûte de l'édifice phénoménologique, dans lequel il m'a semblé repérer 2 vices cachés qui rendent la possibilité d'une psychiatrie phénoménologique difficile a priori. Et je vais essayer déjà de vous transmettre ce que je repère, ce que je diagnostique comme 2 vices cachés. Alors, pour le père de la psychopathologie phénoménologique, Karl Jaspers, le psychiatre ne peut avoir accès direct au vécu d'autrui, au vécu de son patient. Bon, ça semble assez évident. Il doit procéder à un acte imaginatif de présentification du vécu d'autrui, comme s'il le vivait lui-même. Donc il fait un effort imaginatif à partir de ce qu'il appelle un appel, une sorte de sentir, qui appelle cet acte d'imagination pour se présentifier intuitivement. Ce qu'on appelle en allemand, c'est la Vergegenwärtigung, la présentification. Et donc, cette présentification intuitive permet donc au psychiatre d'attester de la présence du vécu, de tel vécu du patient, parce qu'il peut se le présentifier lui-même. Donc ça, c'est la fondation épistémologique de la psychopathologie phénoménologique, c'est très classique. Et donc le premier ouvrage de Jaspers, qui s'appelle Psychopathologie générale, qui est le maître ouvrage en psychopathologie, se termine sur le fait que pour Jaspers, l'expérience schizophrénique se refuse à cette présentification, se montrant incompréhensible au premier abord, parce que trop éloignée de l'expérience du soignant, supposé bien portant.
et dès lors inimaginable. Chez Husserl, la question de l'Einfühlung a un rôle tout différent. Pour le père fondateur de la phénoménologie, la question n'est pas de savoir comment je peux comprendre autrui, mais comment autrui en tant qu'altérité radicale, peut se phénoménaliser pour moi sans rompre la chaîne concordante des apperceptions. Autrement dit, comment se fait-il que la rencontre d'autrui ne bouleverse pas l'unité de mon expérience du monde ? Il est non seulement crucial de résoudre cette question pour déjouer l'écueil d'un solipsisme transcendantal qu'on peut lui reprocher, mais d'abord et avant tout parce que la résolution du problème de l'altérité est indispensable à la constitution universelle du monde objectif qui permet à Husserl, rappelons-le, de structurer la phénoménologie comme philosophie première, fondatrice des sciences. Son objectif, son agenda personnel à Husserl, c'est fonder les sciences. Le paradoxe qu'il veut résoudre est le suivant. Comment comprendre autrui en tant qu'autrui ? Comment peut-il se phénoménaliser pour moi, au sein de ma sphère originale, sans rompre la concordance du monde, en allemand Übereinstimmung. Et donc, comment je peux rencontrer autrui alors que cette concordance du monde est l'objet de synthèse passive de typification par analogie. C'est-à-dire, je vais passer très vite là-dessus, mais c'est assez complexe. Pour Husserl, nous sommes tout le temps en train d'anticiper par typification les événements du monde, de telle sorte que, en gros, il n'y a pas de surprise trop grande qui peut nous arriver, puisque nous sommes tout le temps en train d'anticiper. Et donc, comment on peut penser cette effraction, finalement, de l'altérité. Et cela est crucial parce que, non seulement ça permet d'avoir confiance dans le monde et l'avenir du monde, mais également, ça permet de structurer l'unanimité concordante des expériences. Ton expérience, mon expérience, comment peut-elle être unanime si nos expériences sont structurées d'abord par l'altérité. Et donc cette unanimité concordante, Husserl utilise le terme d'Einstimmigkeit. C'est un point important pour moi. Et donc, comment surtout pouvoir penser cette dialectique entre altérité entre rencontre de l'altérité et unanimité concordante, sans présupposer un champ transcendantal préalable à la rencontre. C'est-à-dire, comment n'est-on pas contraint pour penser l'unanimité, c'est-à-dire le fait qu'on se comprend et que nous partageons le même monde, sans présupposer une eidétique transcendantale de l'intersubjectivité en laquelle repose une sorte de téléologie, c'est-à-dire qu'il y a finalement le passé et l'avenir des expériences possibles seraient déjà contenus d'une certaine manière dans cette eidétique transcendantale. Et du coup, la question de la folie est d'autant plus cruciale que comment peut-on penser l'humanité et le monde commun de l'humanité si manifestement pour certains d'entre nous, les fous, les enfants et les animaux, en ce qui concerne Husserl, c'est intéressant que tu aies parlé du chien, comment peuvent-ils participer de la constitution du monde, de la transcendantalité du monde sans la faire éclater d'une certaine manière. Par ailleurs, on remarque assez vite qu'il y a un risque normatif très important avec l'eidétique telle qu'elle est formulée dans les recherches logiques de Husserl, et on va voir que le concept d'eidétique il bouge un peu chez Husserl quand même au cours du temps. Il y a un vrai risque normatif qui consisterait à pouvoir laisser penser que le fou, l'enfant ou l'animal, finalement, soit n'aurait pas un accès total à la transcendantalité, soit aurait une transcendantalité qui serait manquée,
Voilà. Binswanger parle des formes manquées de la présence, par exemple. Donc, comment penser un champ transcendantal qui rend possible la rencontre dans ses achoppements? Comment on peut penser une transcendantalité qui accueille l'humanité dans son entièreté, et peut-être l'animalité également? Et d'ailleurs, j'ai découvert tout récemment, là, hier, avec une conférence de Claudia Serban qui parlait de générativité chez Husserl, un petit paragraphe, le paragraphe 55 dans La Crisis, donc vraiment à la fin de la vie de Husserl, où il écrit une chose que j'avais jamais captée, en fait, et qui donne déjà la possibilité de sortie. C'est ça qui est génial chez Husserl, c'est qu'on trouve tout et son contraire, parce qu'il a exploré toutes les possibilités. Il écrit, alors c'est une traduction d'Ishvan à l'instant, là, parce qu'on n'avait pas le bouquin, donc on l'a regardé en allemand. Alors, selon cette traduction, il écrit dans le paragraphe 55, on peut et on doit leur attribuer, donc aux fous, aux enfants et aux animaux, on peut et on doit leur attribuer, part à la transcendantalité, par analogie à nous, leur propre régime de transcendantalité. Parce que ce sont des sujets de conscience, merci de le dire, qui participent à la constitution du monde. Extrêmement étonnant comme formulation, c'est-à-dire que on doit, Husserl magnanime, attribuer la transcendantalité aux fous, et et en même temps avec leur propre régime de transcendantalité, ce qui est un peu étrange quand même pour Husserl, parce que comment penser l'unanimité concordante et l'universalité d'une eidétique transcendantale si finalement vous et moi pouvons avoir des régimes de transcendantalité différents. Cette question m'a conduit à essayer de penser une eidétique qui ne soit pas une eidétique normative et qui ne soit pas une eidétique qui sacrifie la facticité. Puisque finalement, une eidétique du sujet transcendantal est une eidétique qui prend le risque, en tout cas très grand, qui conduit à une élision de la facticité, dit Richir, je vais y revenir, qui en tout cas fait disparaître l'individualité du sujet. C'est-à-dire que l'ego transcendantal, c'est ni vous ni moi. Hein, c'est une sorte d'abstraction non individuelle. Donc justement, comment est-ce qu'on peut penser l'individualité dans un second temps à partir d'un champ transcendantal? Et pas à partir d'un champ transcendantal qui soit déjà, dont l'alpha et l'oméga est déjà joué, c'est-à-dire que dans une téléologie qui serait jouée d'avance, où il n'y aurait pas d'écart, où il ne pourrait pas y avoir d'histoire, où il ne pourrait pas y avoir d'institution symbolique. Nous n'aurions rien à nous dire. Au fond, si tout était joué par avance, si tout était parfaitement concordant, s'il y a une Einstimmigkeit totale, je n'aurais pas besoin de venir aujourd'hui vous faire part de ma pensée, puisque ce serait transparent. Ça m'a amené à penser ce que j'ai appelé une eidétique de champ, que j'ai autrement formulé comme élément du contact ou anthropologie du contact. Et c'est ça que je vais essayer de vous décrire dans la suite. Et donc c'est à partir du concept d'Einfühlung que j'ai essayé de mettre en vue les limites du registre phénoménologique qui fondent la rencontre pour aller vers le registre le plus basique ou minimal de l'intersubjectivité. Donc ce que j'ai désigné comme élément du contact. Je vais vous lire un passage. Voilà.
Donc, pour essayer de mener la description phénoménologique de cette strate minimale du contact, il m'a paru indispensable d'introduire un remaniement dans la méthode phénoménologique elle-même. Et en fait, c'est le philosophe belge Marc Richir qui m'a donné les outils méthodologiques pour essayer d'aller plus loin dans cette description, et notamment dans ce qu'il appelle la phénoménologie nova methodo, dont je vais essayer de vous parler. La refonte de la phénoménologie est donc indispensable au projet d'une anthropologie phénoménologique. Et c'est là que se situe l'ambition richérienne. Et elle me semblait indispensable à la refonte d'une épistémologie clinique de la psychiatrie. Donc, voilà. Ce que je voulais pointer, c'est 3 types de normativité phénoménologique qui nous entravent en psychiatrie pour la refondation de l'épistémologie phénoménologique. La première de ces normativités cachées d'une certaine manière est celle des psychiatres inspirés par la phénoménologie des philosophes. Ceux-ci voient dans les structures transcendantales de l'ego transcendantal ou des existentiaux du Dasein des concepts normatifs qui pourraient être bien portants, ou perdus, ou manqués, ou rétrécis, ou échoués, etc. On pourrait conclure, avec l'indulgence de Tatosian, que c'est au, je cite, intermittence de la vigilance phénoménologique qu'il faut amputer la formulation de la folie en termes négatifs. Fin de citation. Si cette relégation n'avait pas pour conséquence une exclusion de la folie en dehors de l'expérience humaine. Généralement, les psychiatres en question évacuent le problème en annonçant que la normativité dont il est question en phénoménologie n'est pas de type statistique ou moral, mais proprement essentielle. Ils en veulent pour preuve la possibilité d'être malade de la normalité, et c'est le fameux cas du typus melancholicus de Tellenbach et Krauss. Le second type de normativité, sans doute plus insidieux, est celui de philosophes qui utilisent, voire instrumentalisent, les cas psychopathologiques comme légitimation d'énoncés philosophiques. Enfin, un troisième type d'aporie consiste à essentialiser les maladies. Cette dernière forme de normativité envisage l'expérience des patients, non pas simplement dans leur singularité, mais eu égard à leur structure eidétique. Dans ces descriptions, le phénoménologue cherche à rassembler et reconnaître, au travers de la diversité des présentations cliniques, ce qui en constitue la typique. Ça, c'est vraiment une idée de Jaspers au départ. Les idéotypes. Il en découle naturellement des énoncés généraux à l'égard de tels attributs a prioriques du mélancolique ou du schizophrène. Cette forme de normativité imprègne aujourd'hui la quasi-totalité du champ de la psychopathologie phénoménologique et conduit, selon moi, à rendre impensable, la manière dont les personnes vivant avec une maladie psychique trouvent une marge de manœuvre par rapport à ce quelque chose qui contraint malheureusement leur liberté phénoménologique. Le geste que je veux introduire ici consiste à prendre pour point de départ la folie et non l'expérience prétendue bien portante du philosophe ou du psychiatre phénoménologue. On sait bien que les psychiatres et les philosophes ne sont pas toujours en super bonne santé mentale d'ailleurs. Mais, donc, voilà. Alors, n'étant moi-même pas en tout cas reconnu comme fou, faisant plutôt partie de la première catégorie, comment puis-je prétendre y parvenir à comprendre donc la question de la folie? C'est là, il est vrai, une question difficile, non seulement pour moi, mais pour tout cet ensemble que l'on rassemble comme psychiatrie phénoménologique et dont l'ambition a pu être celle de soutenir l'émancipation subjective des personnes qu'elle soigne. Il est vrai que l'idéal de revalorisation de l'expérience des sujets psychotiques n'a pas toujours été heureuse, tant le paternalisme médical et philosophique, mêlé aux meilleures intentions, a pu parfois porter le discrédit sur cette approche.
Reste que, dans les bordures du mouvement phénoménologique, lui-même toujours marginal, se sont développées des pratiques soignantes et philosophiques mettant en acte et en pensée l'idéal émancipateur et critique de la phénoménologie. Et nous pourrions mettre au compte de ces inventeurs les noms de Frantz Fanon, Franco Basaglia, Ronald Laing, Jean Houry et Jean Audin. Figures qui ont porté, dans leur engagement clinique et politique, un geste proprement phénoménologique, bâtissant les bases conceptuelles et praxiques de la psychothérapie institutionnelle, de l'antipsychiatrie, de la psychiatria democratica. Ici, je voudrais soutenir l'hypothèse que la phénoménologie en tant que telle a les ressources pour répondre aux défis politiques et épistémologiques de la clinique contemporaine, et que la refondation qu'a introduit Richir nous offre une matrice méthodologique en mesure d'accompagner une révolution de la phénoménologie anthropologique de la folie. Précisément parce que la phénoménologie dont il est question chez Richir se trouve tout à fait déstabilisée de ses ambitions eidétiques et de ses restes d'essentialisme. C'est une phénoménologie dont les concepts sont ouverts et tremblants, formant une matrice de repérage des mouvements du sens, fondamentalement interfactitiels et donc immédiatement collectifs. Cette matrice heuristique joue le rôle de ce que Félix Guattari appelle un équipement collectif, qui n'a pas de contenu doctrinal, mais qui peut permettre de médiatiser habilement les régions et niveaux d'expérience en jeu dans le vécu concret de la folie et du soin. Pour Richir, pratiquer la phénoménologie et l'époquer méthodologiquement conduite, c'est faire l'expérience de la langue phénoménologique et de traverser l'épreuve de son épuisement, de ses jeux. Plutôt que de prendre pour acquis la tradition philosophique et l'histoire de la pensée occidentale, cette phénoménologie invite en premier lieu à retrouver le geste phénoménologique. Ce geste vise à toujours rejouer les conditions d'accueil des phénomènes comme rien que phénomène. Phénomène comme rien que phénomène. Ça, c'est un concept richérien très important. Et donc, rejouer les conditions d'accueil des phénomènes comme rien que phénomène dans la praxis même de la langue phénoménologique. Et on voit que cette langue phénoménologique peut aussi bien être dessinée, comme l'a montré Jean à l'instant. Et je me suis appuyé sur la lecture richérienne des travaux de Husserl sur la fantasia et la conscience d'image, qui me permettait de frayer la voie d'une imagination incarnée entre soi et autrui. Rappelons que le geste richérien consiste à fonder l'expérience phénoménologique sur la fantasia et non plus sur la perception, comme cela a été le cas chez Husserl. Je vais vous lire un petit passage de Richir. Attention au temps. Oula, ah oui, d'accord. Jusqu'à quelle heure ? Théoriquement jusqu'à un quart des bord de maximum 30. Hein, ok, très ça marche. demi-heure. Ok. Je lis Richir dans les Phénoménologies en esquisse, donc c'est un livre de 2000. Si donc l'intentionnalité objective, qui pour Husserl est chez lui une doctrine constante liée à son concept de Stiftung, donc d'institution d'habitus et de sédimentation de sens intentionnel, est ce qui seul demeure, mais hors temps dans la potentialité des habitus et des sédimentations, elle n'a l'occasion de se renforcer, c'est-à-dire de se maintenir ou de s'illustrer par de l'intuition que de manière pareillement intermittente, selon un autre régime ou un autre mode de temporalisation que celui de la perception perceptive, à savoir un mode de temporalisation de ce qui ne peut être à l'origine que des remplissements au pluriel par des surgissements inopinés et pluriels d'intuitions obscures. C'est dire, selon la belle expression de Husserl, que le champ de vision de la fantasia est une poussière de lumière, c'est-à-dire un champ lacunaire
où surgissent et s'évanouissent, de manière dispersée par intermittence, des apparitions, elles-mêmes fluctuantes et plus ou moins ombreuses. Voilà, donc là vous avez un aperçu de comment de l'écriture richirienne qui est souvent difficile d'accès. Avec Richir, la fantasia déborde la question de l'imagination et de la conscience d'image. Le phénomène prend pour Richir un nouveau sens. Il ne s'agit plus d'un vécu purifié dévoilé par l'époquée, ça c'est donc l'époquée phénoménologique puis aïdétique, mais une effectuation de sens n'apparaissant à la conscience que pour s'y évanouir. L'une des découvertes majeures de Richir à partir de la phénoménologie de la conscience d'image et du pensée est que les phénomènes ne se donnent jamais que dans le clignotement, Schwingung, de son apparaître. Du point de vue méthodologique, l'enjeu de la phénoménologie refondée par Richir est de trouver la voie d'une analyse de la phénoménalisation. Pas des phénomènes, mais de la phénoménalisation. C'est-à-dire de la venue à la conscience du sens, la déhiscence, ou l'éclosion, depuis le fond du champ transcendantal anonyme jusqu'à son apparition en esquisse dans le champ d'immanence, dans le champ de conscience. Nous verrons qu'il s'agit réversiblement de la description génétique de l'apparition du champ d'immanence, lui-même dans et par la phénoménalisation. La méthode consiste en termes richiriens à décrire rigoureusement la phénoménalisation des phénomènes comme rien que phénomène. Chez Husserl, le phénomène est un vécu qui relève de la corrélation intentionnelle entre une subjectivité pure et la chose en soi, visée par elle. La corrélation apparaît après un effort méthodique de suspension puis de réduction. Le transcendantal désigne en ce cas, la subjectivité constituante pure et ses effectuations préimmanentes. Heidegger critique cette idée que l'époquée puisse être un acte volontaire, et s'il y a un accès au transcendantal, cela ne dépend pas d'un geste du philosophe, mais apparaît de manière inopinée dans l'angoisse, par exemple, qui vient réassigner le Dasein à ses conditions existentielles. Dans les deux situations, Husserl dans l'époquée ou dans l'angoisse pour Heidegger, le phénomène peut être décrit comme Sinn ereinis, que Laszlo Tengeli traduit, c'est un concept de Laszlo Tengeli traduit par Alexander Schnell comme événement du sens, donc il y a événement de l'apparaître, apparaissant par le biais d'un processus méthodologique, l'époquée, ou par une épreuve passive, par exemple l'angoisse. Dans la méthode richirienne, et c'est la principale différence, cette méthode consiste à radicaliser la méthode husserlienne en conduisant à une analyse génétique du sens se faisant. Richir propose de remonter le fil de la phénoménalisation dans sa temporalisation et sa spatialisation depuis la sphère du langage instituée dans l'attitude naturelle et avec l'institution de la philosophie pour nous, vers les registres archaïques, non encore institués en langue, non encore figurés, et qu'il appelle champ phénoménologique archaïque. Paradoxalement, le champ phénoménologique pour Richir n'est pas l'espace apparent, le champ phénoménal, mais la strate constitutive des apparitions. Il s'agit d'un champ transcendantal, mais nous le verrons, sans égaux constituants. Et d'une certaine manière, il propose de remonter, étape par étape, le courant de la constitution du sens, pour en détailler les métamorphoses, ses gains et ses pertes, ses irisations successives lors des transformations d'un registre à l'autre. Ce qui compte désormais, c'est la Bildung, qu'on peut traduire d'une certaine manière par constitution ou imagination, qui conduit à l'expérience. Richir fonde son renouvellement de la phénoménologie sur l'étude du processus de formation et de configuration du sens, Sinnbildung.
selon Richir, il faut dès lors refonder la genèse du sens, non sur le primat de la perception comme l'a fait Husserl, avec la description de l'intentionnalité objectivante d'un ego constituant, mais sur le registre plus vague et incoatif, celui du champ infini des amorces de sens, que Richir nomme donc la fantasia. Cette refondation de la phénoménologie sur la fantasia, et non la perception, entraîne une réforme générale de la définition des phénomènes. Dès lors, comment rendre compte de la phénoménalité d'un phénomène qui échappe à chaque fois qu'on essaie de l'apercevoir? Du point de vue méthodologique, l'enjeu de la phénoménologie refondée est de trouver la voie d'une analyse donc, de la phénoménalisation. Le mode de temporalisation spécifique de la fantasia permet en effet de penser comment ce qui n'est pas présent pour moi, par exemple le vécu d'autrui, se présentifie à même ma présence, et Richir dit sans présent assignable. Je le cite, « À partir du moment où nous reconnaissons la relativité de la conception d'une temporalité originaire, s'effondre ce que l'on a nommé le privilège ou le paradigme de la perception. Que celle-ci soit au reste externe ou interne, on revient sur cette idée de l'Einfühlung, du sentir, enfin d'une perception interne, car les deux sont liés. Même si, à l'écart de la veille, nous baignons littéralement dans le champ des perceptions actuelles et potentielles externes et internes, même si ce champ, comme le plus évident, semble, donc le champ de la perception, semble se confondre avec le monde même, il n'est peut-être pas le plus essentiel à notre vie. Et sans doute pas, à tout le moins, le plus immense. Il y a aussi le champ que nous portons en nous, d'une manière souvent très subtile et très obscure, de nos pensées et de nos représentations, mais aussi de toute l'affectivité. Il écrit plus loin, « Il y a encore le champ de ce que l'on appelle classiquement la perception de la conscience, ce que d'autres appellent le soi minimal, je pense, la perception de la conscience, qui n'est pas une perception interne, mais cette sorte très étrange de savoir, sans objet, qui fait que nous nous savons éveillés, que tout le champ de nos pensées, de nos représentations et de l'affectivité nous accompagne, comme nous l'accompagnons, sans être pour autant actuellement présent dans telle ou telle perception, présence à soi de la conscience, qui n'est pas faite, contrairement à ce qu'a cru Husserl, de présent qui s'enchaîne continuellement, mais de fluence, d'instabilité, d'intermittence, d'évolution extraordinairement lente et de fugacité extraordinairement rapide, bref, de ce que Descartes encore nommait, à la pointe du doute, la confusion de la pensée. Donc c'est ça qui va être le registre fondateur, ce qu'il appelle la fantasia et la présence sans présent assignable. Il ne peut donc pas y avoir de rencontre clinique qui ait un sens sans que soit mis en jeu le registre de la fantasia, qui travaille l'espace de la relation des corps en présence et les affects qui y circulent, tout ombreux qu'ils sont. Cela implique chez Richir que la perception d'autrui en tant qu'autrui n'est sensible que dans l'incoïncidence radicale des corporéités et le déphasage incontournable des présents de conscience. La voie d'une fondation fantastique de la psychopathologie s'ouvrait alors. Richir parle d'une matrice anarchique, donc sans arché et sans télos, atéléologique et anarchique de la phénoménalisation, qui permet de rendre possible la constitution génétique de la concordance des expériences subjectives, de sorte que soit possible la compréhension au sein d'un sens commun. Donc comment est-ce qu'on peut penser une matrice anarchique atéléologique qui rende possible la compréhension d'un monde commun? Et j'ai essayé de montrer dans le livre que Husserl ne met jamais en question en fait la concordance de mon expérience avec celle d'autrui. La concordance, Einstimmigkeit, est toujours posée comme un fait à décrire, qui va de soi,
et il n'est pas envisagé qu'elle soit impossible ou précarisée. Il n'est pas envisagé qu'elle soit à faire. Et c'est justement ce que Richir nous offre. Par ailleurs, il fallait comprendre comment cette concordance se constitue génétiquement pour le nourrisson humain, pour l'enfant, dans le cadre des soins parentaux, en vue de gagner l'insouciance et la confiance transcendantale dans le monde. Donc comment finalement est-ce qu'il y a une Bildung, une constitution génétique et générative de la concordance. Et pour ça, il ne fallait pas penser qu'elle soit donnée d'avance. Richir m'a ainsi permis de trouver la voie d'une histoire transcendantale de l'intersubjectivité, dont la téléologie n'est pas universelle, mais principalement inachevée et sans origine, minimale, mais suffisamment concordante. Évidemment, vous reconnaissez le terme suffisant, le concept de suffisance de Winnicott. Alors que j'envisageais initialement d'essayer de me débarrasser mon anthropologie d'une eidétique de la subjectivité et de l'intersubjectivité, j'ai trouvé la voie d'une eidétique de champ, relevant de ce que Husserl nomme structure originaire, Urstruktur, structure de vide ou logos troué de lignes de fuite, une eidétique qui est un champ de points d'appui et d'axes de torsion instables dont on peut tracer l'histoire fragmentaire dans la petite enfance. Et j'ai trouvé dans la lecture richérienne des travaux pédiatriques et psychanalytiques de Winnicott la manière de penser cette eidétique bizarre dont la matérialité et la généralité opèrent depuis la rencontre concrète des corporéités dans le soin. Le contact apparaît alors comme le bain vibratoire, à penser comme la matrice de la phénoménalisation de ces deux bords qui, se touchant, se ratent, tissant pourtant entre eux une trame de concordance incoïncidente, d'analogie en retard et de mimésis plus ou moins heureuse. Enfin, dans la troisième recherche de ce livre, j'ai tenté d'en tirer les conséquences pour une psychopathologie désormais affranchie de l'a priori d'une subjectivité transcendantale unifiée et concordante. En faisant table rase du point de départ husserlien de l'intentionnalité perceptive pour y préférer le champ fantastique, Richir nous offre les moyens de fonder l'humanité avant l'institution de ce qui constituait les attributs souverains du sujet moderne et rationnel. Je voulais, avec Richir, placer la folie au cœur de la vie phénoménologique, prenant ainsi la mesure, souvent démesurée, de ce que l'humanité a de plus propre, l'imagination avec son pouvoir de mimésis et l'affectivité avec la tyrannie qui l'habite. Et c'est précisément parce que nous sommes fous, que nous sommes humains, et que la phénoménologie, comme question inlassable, nous hante. Nous ne ressentirions en fait aucun besoin de la phénoménologie, de faire de la phénoménologie, si nous n'avions pas le pressentiment de la folie. L'attitude naturelle serait parfaitement close, sans issue. S'il faut se questionner sur la vérité de l'être et la concordance de la réalité, en fait, si nous sommes là, ensemble, c'est précisément parce que nous avons tous le pressentiment que ces évidences sont fragiles et que, sous nos pieds, le sol tremble. Ce que l'on dit fou nous rappelle simplement ce que nous voudrions passer sous silence. La rationalité, prétendue de la philosophie, est un asile, établissement visant à régler la question de la folie en problème qu'elle institue pour la résoudre. Mais la vie, avec son excès, ne se laisse pas saisir et fuit de toutes parts. Et justement, j'avais montré dans mon premier livre que la question de la folie ne se satisfait pas des boîtes dans lesquelles on veut la mettre. L'énigme, d'où qu'elle vienne, se rappelle à nous, et si la terre ne se meut pas, nous sentons en nous un tressaillement infime qui se dérobe à notre oubli. Nous savons, d'un savoir qui n'a pas d'origine, que tout cela peut s'effondrer.
Richir introduit selon moi un renversement de l'anthropologie phénoménologique, puisqu'il ne prend plus comme angle d'analyse la concordance, mais la discordance ou la Spaltung, dont l'excès et l'écart sont les seules attestations possibles. Et j'ai essayé de suivre le chemin extrêmement chaotique de l'écriture phénoménologique de Richir, dont il construit une proximité méthodologique avec la folie. Cette révolution méthodologique acte, à mon avis, le dépôt de bilan de la psychiatrie phénoménologique pour découvrir une phénoménologie de la folie, dont le pendant réversible est une folie du champ phénoménologique. Le terme de folie n'engage plus désormais un discours normatif à l'égard des maladies mentales. Folie signifie ici, comme pour Winnicott, l'effondrement, la crainte de l'effondrement ou les défenses contre l'effondrement. Le concept de folie, tel que je l'utilise dans le registre transcendantal, concerne la discordance originaire du champ phénoménologique. La concordance n'est donc plus condition de l'humanité, mais gagnée au cours de l'histoire transcendantale de tous les humains, au cours d'un processus sinueux de subjectivation et de mondanisation. Quand Richir utilise les ressources descriptives des expériences schizophréniques documentées par Binswanger ou Artaud, qu'il qualifie comme le plus grand phénoménologue de la schizophrénie, c'est pour rendre compte d'effectuations phénoménologiques qui seraient trop intriquées les unes dans les autres pour être analysées par le phénoménologue bien portant, par Husserl par exemple. Il s'agit d'observer les folies comme révélatrices d'opérations phénoménologiques trop incoatives pour celles et ceux qui ne sont pas contraints de vivre avec la schizophrénie. Quand on procède à l'époquée phénoménologique hyperbolique que propose Richir, on n'a pas accès à la chose en soi. On ouvre une faille dans l'empiètement indécis des effectuations sédimentées en couches architectoniques. Lorsqu'on essaie d'exposer l'anamnèse de telle amorce de sens, quand on essaie de tirer le fil, on tire le fil d'un vécu, mais en tirant ce fil, c'est toute la grappe de concrescence qui vient avec, tout emmêlé et indiscernable. Il est alors très difficile de disséquer méthodiquement et pédagogiquement ces différentes concrétions. Et c'est ce qui rend la lecture des textes de Richir si difficile au premier abord. C'est ce qui rend sa pratique de l'écriture phénoménologique, qui n'est d'ailleurs que rarement théorisée par lui en tant que telle, consiste dans la mise en jeu des effectuations du sens, ce faisant, en essayant de tenir ensemble les divers registres architectoniques qui cohabitent, qui s'entre-enveloppent. Par exemple, lorsqu'il s'agit de mener l'analyse génétique de l'expérience du pensée, il faut s'évertuer à tenir ensemble l'amorce affective du sens, le moment de sa transposition en sens institué, son expression, etc. Je finis. Voilà. Dans cette troisième recherche, j'ai pour ma part proposé d'enrichir la réduction architectonique que propose Richir avec ce que j'ai appelé une réduction psychopathologique, qui n'est pas très originale, qui rejoint simplement cette idée que pour Richir, les psychopathologies sont un révélateur d'effectuations qui, sans cela, seraient inapparentes aux philosophes bien portants. Finalement, on serait un peu contraint de rencontrer la folie pour pouvoir dévoiler ces couches. Cette dernière, donc la réduction psychopathologique, focalise l'attention sur les mouvements de dissociation, de Spaltung ou de clivage des amorces de sens et leur fixation, soit imaginaire au registre du Phantom-Leib, soit dans la sécession de la Leibhaftigkeit de l'affectivité. Je passe très vite là-dessus. Le Phantom-Leib, c'est un concept descriptif de corporéité fantomatique qui permet assez adroitement, par Richir, c'est un gros concept, mais qui permet assez adroitement de penser comment des intentionnalités étrangères et des schémas corporels fantomatiques nous hantent tous, soit dans le fantasme, c'est-à-dire la mise en scène répétitive de schèmes relationnels stéréotypés,
dans le sens freudien ou lacanien, mais aussi dans l'automatisme mental ou dans le délire paranoïde, quand le sens semble mystérieusement venir de partout et de nulle part, dirigé vers soi, et vers le soi qui le reçoit passivement et douloureusement. Le soi et le corps qui sont dépourvus de cette fantasia, quand la fantasia est tarie d'une certaine manière, dans la schizophrénie et dans la Spaltung, la corporéité se retrouve mise à nu, vulnérable au revirement sauvage de l'affectivité. C'est cela que Richir nomme Leibhaftigkeit, qu'on pourrait maladroitement traduire par chair et en osseté, en tout cas le corps en chair et en os, soit effracté, bouleversé par l'affectivité qui le submerge, lui fait perdre ses limites, son centre, sa perspective. Voilà, dès lors, la distinction du normal et du pathologique ne se rapporte plus à une qualité essentielle de l'ego, mais au libre jeu du sens se faisant. C'est la liberté du sens se faisant qui est entravée dans la maladie. Ce qui fait maladie, c'est la restriction des possibilités de jeu et de résonance avec la communauté asubjective du sens, donc le truc qui passe entre nous là en ce moment, et avant nous, avant l'insularisation du soi, qui continue pourtant à se tisser dans l'élément du contact. Le transcendantal, où la percée richérienne nous conduit, ne relève plus des effectuations d'une subjectivité pure et constituante, dont il faudrait décrire les actes constitutifs ou les échecs, mais un registre d'où le sens se fait, d'abord de manière anonyme, et où le soi et autrui n'apparaissent que dans une sorte d'après-coup. Ce champ étant lui-même non essentialisant, il est un transcendantal nourricier, dont l'anamnèse consiste à suivre les trajectoires de cette déhiscence du sens au cours d'une histoire transcendantale. Le transcendantal qu'il s'agit dès lors de soigner est un espace intermédiaire dont la frontière est partout et l'état, la souveraineté de l'un, nulle part, de l'ontologie, enfin dans le sens dans ce que veut en dire Richir, et donc l'état ou l'ontologie n'y est nulle part, structuré d'un schématisme charnel, anarchique et atéléologique. Richir offre, si je peux me permettre, le rapprochement avec Guattari, une sorte de schizo-analytique phénoménologique. Je ne sais pas s'il serait d'accord, hein. Peut-être qu'il se retourne dans sa tombe. Alors que Guattari critiquait le primat névrotique de l'Oedipe, Richir propose une phénoménologie libérée de la normativité de l'ego, de la concordance, Einstimmigkeit, et de la théologie de l'intersubjectivité transcendantale. Dire ou écrire l'élément du contact, ce bain primitif des premières amorces de sens, d'abord hors langage, pose des difficultés inouïes, évidemment. Comment trouver les mots pour dire ces jeux, ces ratages, ces débords, sans risquer d'en fixer le mouvement sensible? Les concepts philosophiques sont bien souvent balourds, pour ne pas faire violence à la délicatesse de ce qui est préverbal, non verbalisé et non verbalisable, sinon peut-être par l'intermédiaire de la poésie, comme l'a proposé Jean. Enfin, je n'ai pas abordé dans ce texte les implications psychothérapiques de la pensée de Richir, qui sont, à mon avis, très prometteuses et fécondes pour ceux qui souhaiteraient s'y lancer. Et j'espère pouvoir avancer sur ce projet, notamment dans ce qu'on essaie de faire avec Istvan en ce moment. Notamment en essayant de décrire les dispositifs institutionnels concrets, les atmosphères qui les habitent et les jeux qu'ils permettent dans la relation, qui peuvent peut-être servir de prothèse ou de sol à la remise en jeu du sens se faisant précarisé par la folie. Voilà. Pour conclure, cherchant une épistémologie phénoménologique pour ma pratique de soignant en psychiatrie, je découvre une anthropologie presque inhumaine et paradoxalement humanisante, avec elle le continent d'une phénoménologie de la folie, qui n'est pas une phénoménologie des fous ou encore des psychoses, c'est une phénoménologie depuis la folie, celle des humaines et des humains,
celle de l'enfance, du rêve, de la symbiose, ou encore d'une certaine manière de la philosophie. Je vous remercie.